Monsieur Roynet, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en 3 minutes, vous présenter et surtout présenter votre start-up, donc Intent Technologies. Merci beaucoup et excusez-moi. Pas de problème. Bonjour à tous. Du coup, j'ai 3 minutes. Oui. Okay, vous avez quand même 3 minutes, ça c'était prévu depuis le départ. En 3 minutes, du coup, donc Intent Technologies, on opère une plateforme dédiée aux bâtiments et à les villes connectées qui permet concrètement de partager les flux et à chacun des acteurs de la ville de distribuer ses services. Donc aujourd'hui, on est 35 personnes à Paris, Lille et Toulouse et on vient d'ouvrir des bureaux en Angleterre. On a connecté à ce jour un peu plus de 300 000 logements en France. On travaille aussi dans d'autres types de bâtiments qui sont le tertiaire, commerce ou des bâtiments de collectivité. Concrètement, c'est une plateforme qui permet du coup à tous les acteurs de partager des flux de données de manière transverse, qu'aujourd'hui chacun des acteurs de la ville et du bâtiment adresse ses services de manière très verticale. Et donc du coup, avec cette plateforme transverse, on permet à chacun des acteurs d'agréger des flux qui sont extérieurs à ces métiers pour pouvoir à la fois impacter son exploitation et réduire les coûts, réduire les charges, et ensuite agréger donc des données tierces pour aussi développer de nouveaux services. Donc aujourd'hui, la plateforme est utilisée par du coup, les grandes énergies, mais la plateforme n'est pas utilisée que sur la thématique de l'énergie, parce que l'énergie n'est qu'une petite verticale de la ville. Donc on travaille aussi bien sur des sujets autour de l'eau, du maintien à domicile, de la maintenance des bâtiments, de l'assurance, de la précarité. Donc la plateforme est utilisée par l'ensemble de ces acteurs de services pour adresser les nouveaux services de demain à leurs clients. Donc on a 3 types de clients aujourd'hui. On a les gestionnaires immobiliers, donc les gens qui gèrent des patrimoines immobiliers, donc les villes forcément, mais aussi les bailleurs sociaux, les HLM, les bailleurs privés, donc les syndics ou les foncières, les asset managers, donc ça c'est nos premiers clients. Ensuite nos deuxièmes clients, c'est l'ensemble des fournisseurs de services, donc forcément Engie, Dalkia, EDF, Veolia, la SOR, Otis, Thyssen, Ataliance, etc., etc. Tous les gens qui fournissent du service au bâtiment et à la ville. Et ensuite, notre 3e type de clients sont les fournisseurs d'équipements et d'objets connectés, que ce soit des objets, on va dire, grand public, le thermostat connecté Netatmo, la balance Swissings ou le bracelet connecté, ou des objets un peu plus, des équipements un peu plus à usage industriel, c'est-à-dire des objets qu'on retrouve dans les chaufferies, dans les VMC, dans les ascenseurs, les compteurs d'eau, etc. Et donc finalement, toutes ces sources de données, qu'elles viennent des gestionnaires immobiliers, des fournisseurs de services et des équipements, sont partagées au sein de notre plateforme à tous les acteurs. Alors ce n'est pas de l'open data, hein, mais sont partagées contractuellement entre chacun des acteurs, utiliser la plateforme pour partager ces données et donc impacter leur exploitation ou développer de nouveaux services. Voilà. Merci beaucoup, bravo pour le timing. Excusez-moi encore, j'ai failli vous oublier. Et nous allons nous focaliser sur ce que monsieur appelait une des verticales de la ville, mais une parmi d'autres, mais qui est quand même celle des énergies, qui fait l'objet de cette table ronde. Donc, je redonne la parole à madame Lévina pour, d'une façon générale, nous brosser les grandes pistes de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Je vais dire quelques mots en français, après je vais passer à parler en anglais. Et il y a une traduction, donc si vous avez besoin... il y a des casques, effectivement, à votre disposition. Donc je juste voudrais dire que c'est un honneur d'être ici, dans cette belle immeuble d'hôtel de ville. Et je travaille dans l'Agence internationale d'énergie. Nous sommes ici à Paris, mais nous sommes une organisation internationale. On a 29 membres, la France est compris. Et on fait l'analyse et les recherches sur les questions d'énergie, tous les types d'énergie, toutes les technologies, toutes les questions d'énergie. And now in English, which is easier for me, to answer the question. So we do the analysis of the energy sector globally, but also by country. So I just, before coming here, I was thinking what to tell you, and I thought maybe I would like to focus on positive things because there are so many negative things in the world that maybe it's good to say some positive things. And the positive answer to this question is that there are technologies that can bring us to the mitigation path to be on a temperature increase less than 2 Celsius degrees. We know those technologies, they're available, they're proven, and there are 6 of them.
And you all know them probably very well, and we hear about some of them in more detail today. So it's a renewable energy that can reduce emissions globally by 30%. And there are very good signs already of investments in renewable energy. For example, last year, more than half of all the investments were in renewable energy worldwide. Energy efficiency is another technology, or the set of technologies that can bring emissions to 40% by 2040. And also there are very good signs of improvements in energy efficiency, including in France. Every year, energy intensity of the economy reduces by 0.7%. For example, in 2005, globally, only 13% of all energy use was under standards for energy efficiency. Today, it's 27%, so a big improvement. And in China, for example, it's 50%. And other technologies are carbon capture and storage, improvements of efficiency of power plants, and nuclear energy. And maybe two other things I wanted to say, that in addition to those known technologies and improvements that are already happening, recently there have been very important announcements by many countries, including France, with your new law on energy transition. And also, you know, COP is coming in 2 days, and 170 countries made pledges to reduce emissions. So these are all good signs that emissions could come down. So that's my positive answer for now. Merci beaucoup pour ce tableau très large des principales pistes. Vous avez parlé des énergies renouvelables comme une technologie. Elle en recouvre beaucoup. Et vous m'aviez dit, quand on a préparé cette table ronde, aucune de ces technologies à elle toute seule ne peut vraiment résoudre le challenge, le défi climatique, et encore moins énergétique. Et en fait, ça sera forcément un bouquet d'énergie, et les énergies renouvelables en particulier posent un certain nombre de problèmes. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler brièvement? On va essayer de voir comment certaines entreprises essaient de pallier ces inconvénients. It's true that, well, at least this is the view of our International Energy Agency, that we need a package of technologies, that not a single technology can resolve a problem. But we look at it globally. Maybe in some countries there could be 80% of renewables, in some other countries it could be 20% of renewables. But yeah, the idea is that you need a package of technologies, and renewable energy is, well, the cost of technology is reducing. So we now see much more of PVs and wind power than before. The problem of or challenge for renewable energy maybe because it's for intermittent changes of weather, you know, solar or having sun or wind. So you need either energy storage or interconnection to other regions and countries, or you need a backup power. And just give you an example that climate change can also impact their renewable energy sources. For example, this year in Brazil, there is a major drought, and they're heavily relying on hydro energy. So they had to use their backup fossil fuel power just because there is a major drought in the country. So that's why we're saying that a suite or package of technologies is needed. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Monsieur Achard de ERDF. Donc, présentez-vous brièvement et dites-nous justement comment ERDF adresse ce problème de l'intermittence et du stockage et l'intégration des énergies renouvelables au réseau. Voilà, donc Jean-Luc Achard, je dirige ERDF en région Île-de-France. Quelques mots peut-être sur notre mission pour comprendre un petit peu la connexion avec les énergies renouvelables. Donc, nous sommes en charge de la distribution d'électricité en moyenne tension et en basse tension. Et donc, notre objectif principal, notre mission principale, c'est de distribuer cette électricité, quel que soit le temps, quelle que soit l'origine de l'électricité, et puis de travailler avec l'ensemble des acteurs du marché, notamment les fournisseurs. Alors, c'est vrai qu'on est en train de passer d'un régime où, traditionnellement, nous étions amenés à acheminer de l'électricité d'origine très centralisée, des grands barrages, des centrales nucléaires. Et de plus en plus, on voit l'apparition d'énergies renouvelables, donc ce qu'on appelle l'énergie décentralisée dans notre jargon. Et c'est vrai que cette énergie prend de plus en plus de place
dans l'exploitation des réseaux de distribution et ça nous amène à modifier nos schémas d'exploitation compte tenu de leur intermittence. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une augmentation extrêmement importante durant les dernières années du nombre d'installations, que ce soit des installations solaires ou des installations éoliennes. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'à peu près 95% des productions d'énergie renouvelable sont sur le réseau de distribution, principalement en moyenne tension et également en basse tension. Alors ça nous amène à revisiter la manière d'exploiter nos réseaux. Et notre préoccupation et notre mission principale, c'est justement aussi la résilience des réseaux et comment faire en sorte que cette production qui est pas nécessairement dans les lieux de consommation, comment on peut aussi l'acheminer dans les lieux de consommation. Et compte tenu de l'intermittence, ça nous amène à modifier, je dirais, la manière dont on conduit ces réseaux. Voilà, donc très concrètement, aujourd'hui, l'impact. Alors quelques chiffres, hein, actuellement, c'est à peu près 13 000 mégawatts, ce qui est globalement à peu près les énergies renouvelables 13 000 mégawatts de puissance installée en énergie renouvelable sur le réseau national. Et en Ile-de-France, c'est à peu près 800 mégawatts. Et 800 mégawatts, c'est globalement un petit peu l'équivalent de la puissance nécessaire pour une ville comme Lyon. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. Par contre, en Ile-de-France, c'est vrai qu'on est beaucoup moins doté en production. Hein, mais par contre, il y a beaucoup de petites productions et globalement, aujourd'hui, on a à peu près 13 000 centrales de production, plutôt des petites centrales énergie solaire. Oui, c'est sûr, les éoliennes et les panneaux solaires, c'est pas forcément, on va y revenir, le plus adapté au contexte urbain. Et en Ile-de-France, il y a quand même beaucoup d'espace urbain. On va les trouver plutôt à la périphérie de la région, voilà. J'ai envie de dire, plutôt dans le 77, dans le 91. Et de taille relativement modeste par rapport à ce qu'on constate dans les grandes fermes solaires du Sud ou les grandes fermes éoliennes, je dirais, sur le littoral, par exemple. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, je vais demander maintenant à Nick Leader, au niveau d'une entreprise comme Google qui a une grosse consommation d'énergie, vous allez nous dire pourquoi, quelles sont les pistes que vous-même suivez et mettez en œuvre pour réduire vos propres émissions de gaz à effet de serre? Donc, excusez-moi, bonjour à tous et à toutes. En fait, je pense qu'on on travaille sur 4 pistes. En fait, notre propre consommation. Vous êtes directeur général de Google France. Hein, Google France, excusez-moi. Oui. Ça s'affiche. Donc, juste pour commencer avec Google au niveau du monde, c'est nos centres de données qui consomment beaucoup d'énergie. Et donc, chez nous, en fait, on est carbone neutre déjà depuis 2007. Et on achète 37% de notre propre consommation vient maintenant des sources des énergies renouvelables. Oui, donc ça veut dire concrètement qu'on achète 1,1 gigawatt d'énergie renouvelable. Vous êtes le plus gros acheteur on pense qu'on est le plus gros. Peut-être qu'il y a un autre plus grand, mais on ne connaît pas encore. Juste une précision. Oui. Quand vous dites que vous êtes carbone neutre, c'est parce que vous faites de la compensation. Exactement. En fait, ouais. Vous pouvez nous dire en 2 mots comment ça fonctionne? Donc, c'est un mix de stratégies qu'on a mis en place. Donc, c'est un panier de stratégies qu'on a. Vous financez en fait des opérations qui absorbent du carbone pour compenser vos émissions. Donc, ça, c'est où on est aujourd'hui. Mais on a pris publiquement les commitments pour être 100% énergie renouvelable d'ici 2025. Donc, ça va être... on a déjà des partenariats avec EDF. En fait, on a investi 2,5 milliards de dollars aujourd'hui parce qu'on a besoin des sources d'énergie qui sont sûres. Donc, on est déjà partenaire avec les acteurs comme EDF. Donc, ça, c'est pour nous. Après, on voit qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire pour réduire la consommation d'électricité côté utilisateur. Mais on a plein d'autres on va y revenir à ça. L'utilisation de données pour réduire l'impact. Tout à fait, on va revenir à ça. Merci beaucoup. Madame Burlet, donc présentez-vous brièvement s'il vous plaît. Et avec vous, on va aborder plus le sujet dans la ville. Quelles sont les pistes en ville pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Oui, donc je suis donc Hélène Burlet. Je suis au CEA, qui est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Alors, je travaille plus particulièrement dans l'institut dédié justement au développement de ces énergies alternatives et en charge de la stratégie et des programmes. Alors, la ville durable, c'est sûr, c'est un de nos soucis et je dirais
effectivement un objet de recherche. Hein. Donc la ville durable, pour nous, en fait, il y a plusieurs... la première chose que l'on regarde, c'est effectivement le bâtiment, qui est vraiment une source d'abord de consommation d'émissions de CO2 et aussi très forte consommation d'énergie. C'est environ 40% des émissions. Donc c'est vraiment un point sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Alors autant sur le neuf, on a pas mal de solutions technologiques aujourd'hui disponibles, autant quand on parle d'une ville comme Paris, en fait, il y a quand même beaucoup d'anciens et il faut beaucoup travailler aussi sur la rénovation. Il faut gérer le patrimoine existant. Voilà, il faut absolument adapter effectivement les bâtiments existants. Alors je dirais la première idée, c'est bien sûr d'améliorer l'isolation des bâtiments. Et on a des solutions, que ce soit par l'extérieur, par exemple des enduits super isolants, par l'intérieur. Mais c'est vrai que le cas de Paris est un cas difficile, hein, parce que c'est une ville avec des contraintes d'esthétisme. Par exemple, tout ce qui est boulevard Haussmann, on ne peut pas modifier l'aspect extérieur des bâtiments, donc toutes les techniques disponibles d'isolation par l'extérieur, on ne peut pas les appliquer. Alors à ce moment-là, on réfléchit en isolation intérieure. Là aussi, on a des solutions. Mais là, par contre, c'est vrai, vu le prix du mètre carré à Paris, si on vous enlève 10 à 20 cm de mur à l'intérieur de toutes vos pièces, je pense que certains propriétaires habitants ne seraient pas très ravis. Par contre, c'est des choses que sur lesquelles on travaille pour du tertiaire, des bureaux. On peut imaginer, par exemple, des solutions, ce qu'on appelle une boîte dans la boîte, c'est-à-dire on imagine carrément, on refait une isolation en mettant une boîte à l'intérieur de vos bureaux. Bon, on perd un petit peu, bien sûr, en mètre carré. Dans le tertiaire, des fois, c'est quand même moins difficile. Ça se fait déjà? Ça se fait, ce sont des technologies qui existent. Et en plus, dans les bureaux, on peut le faire pièce après pièce. Donc, ce sont des choses qui existent. Pièce après pièce, ça permet de le faire pendant que les bureaux sont occupés, voilà, en fait. C'est ça. Hein, puis ça tourne, donc c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre. Et alors, côté panneaux solaires, je disais tout à l'heure, les énergies renouvelables, c'est pas très adapté à la ville, mais il y a quand même des techniques qui permettent de mettre les panneaux solaires, pas seulement sur les toits, mais... C'est sûr que dans ville, quand vous avez des immeubles, vous n'avez pas suffisamment de surface sur le toit pour en fait alimenter tout l'immeuble. Donc en fait, on travaille sur des technologies où on peut mettre des panneaux en façade, et en plus ce sont des panneaux, ce qu'on appelle, qui peuvent... en fait, récupérer de la lumière des deux côtés. Alors, je vais m'expliquer. Vous mettez un panneau en façade, mais pas collé sur la façade. Et en fait, entre les panneaux, le soleil passe à travers, se réfléchit sur le mur, qui va être blanc, par exemple, et qui se répercute sur l'arrière des panneaux solaires. En fait, c'est des panneaux solaires qui peuvent donc capter des photons, de l'énergie solaire, sur leurs deux faces, ce qu'on appelle des modules bifaciaux. Et ça, c'est très bien adapté, par exemple, justement, pour mettre sur les parois des immeubles dans des villes. Et ça se fait, ça, déjà? Et ça commence à se faire. On est en train de dimensionner une technologie qui est en cours de développement. Et il faut dimensionner, effectivement, pour s'assurer que ça a du sens. Et on peut aller même plus loin, puisqu'on travaille sur des vitres solaires. C'est-à-dire, vous avez sur tous vos fenêtres, tout ce qui est vitrage, vous pouvez intégrer des panneaux solaires dans la vitre. Donc, il faut en même temps garder la luminosité. Hein. Donc, ce sont des technologies en cours de développement où on diminue, si vous voulez, ça fait de la semi-transparence, mais vous avez à ce moment-là des panneaux solaires intégrés dans les vitrages. Donc, ça amène encore un petit peu plus d'énergie solaire. Très bien. Mais alors, l'énergie solaire, c'est par définition intermittent. Donc, on retombe sur les aspects éventuellement de stockage d'énergie. Et là aussi, pour la ville, il y a des solutions de stockage particulièrement adaptées au contexte urbain? Alors, dès qu'on parle de stockage, effectivement, que ce soit pour le photovoltaïque ou pour le thermique, effectivement, il y a des solutions qui existent. Le problème, ce sont souvent des surcoûts. Hein, alors, j'ai envie de dire, c'est surtout pour la chaleur qu'on trouve des solutions au niveau des habitations. Hein, parce qu'aujourd'hui, au niveau du photovoltaïque, aujourd'hui, en fait, ce qui est prévu, c'est que plutôt, on renvoie tout sur le réseau et on n'a pas de système de stockage, je dirais, au niveau des habitations. Hein, en tous les cas, en ville, aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Par contre, si vous imaginez que vous voulez aussi utiliser tout le solaire thermique pour l'aspect chauffage, c'est-à-dire l'eau chaude sanitaire et le chauffage, effectivement, vous avez un problème de décalage. Il faut absolument, comme à l'instar de votre ballon d'eau chaude, d'ailleurs, que vous avez actuellement chez vous, hein, il faut avoir un système de stockage. Et effectivement, on travaille sur des technologies pour que le système de stockage soit pas cher et soit d'un volume très limité, parce qu'effectivement, on a toujours ces problèmes d'encombrement en ville. Donc, c'est des choses effectivement sur lesquelles on travaille. Très bien. Madame Lévina, est-ce que parmi les solutions qu'on a évoquées, particulièrement dans le contexte urbain, il y a des choses sur lesquelles vous travaillez plus particulièrement à l'AIE,
sur lesquels vous misez plus? Vous pensez que ça va jouer un rôle important dans la transition énergétique? Peut-être deux choses que je voudrais ajouter, tout ce que j'étais dit, mais en anglais. Pas de problème. In the urban environment, and just wanted to mention that rate of urbanization is also increasing. So now we have 53% of population living in cities. In 20, 30 years, there'll be 66% of population living in cities. And already today, 76% of all greenhouse gas emissions come from cities. So it's very important to apply measures in cities. So two things I wanted to add is transportation, which is very important. And in transportation, two things that are included in our analysis and projections. One is improving efficiency of car fleet. For example, today we use 7 liters for 100 kilometers, and already today technologies exist to reduce this to 4 liters for 100 kilometers. And car manufacturers know those technologies, they have them, so it's just a matter of applying them and requiring by governments to make cars more efficient. Also, there's a biofuel development that some cars could be driven on the biofuels, and of course it's electrification of transport. And France is doing a big effort in electrifying transport. I think there is a goal of installing 6 million charging systems by 2030 or 40, which is a very ambitious target, but it is in line with our scenarios that we're saying that almost 40% of all car sales in 30-year time should be on electrical vehicles. And that will allow to reduce emissions, but also deal with the system of smart cities and smart grids that I think you've discussed with, connecting renewables and demand and supply flexibility. And of course, energy efficiency is another big measure. For example, at the IEA, we're suggesting to introduce efficiency standards for all appliances, refrigerators, television sets, washing machines, and ban inefficient appliances that are still used in the world. But even in Europe, sometimes you can buy very cheap, inefficient appliances, and they're using a lot of energy. Merci. Alors, si on reste sur le sujet des transports pendant un petit instant, Google, vous développez des outils qui permettent à la fois de rendre le transport public plus simple pour les utilisateurs, et puis d'autres choses dont on parlera tout à l'heure aussi. Oui, je pense que si on parle de Google Transit pour le moment, donc c'est utilisé déjà par 18 000 villes au niveau du monde, et les données sortent dans le système de Google Maps qui a 1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui. On pense que c'est un outil qui est utile parce que, en fait, avec le transport en commun, un des plus grands risques pour le voyageur, c'est savoir est-ce que exactement le chemin le plus court, et quand il y a des interruptions de trafic qui est interrompu, comment je peux savoir en temps réel, et je change mon parcours en fonction des informations. Et donc ça, c'est une source de risque qu'on peut assez facilement, c'est pas si facile que ça, mais assez facilement enlever avec l'information qu'on met dans les mains de chaque utilisateur. Donc ça existe déjà en France, on est à Marseille, Strasbourg, à Nice, parmi d'autres villes, mais on pense que ça c'est un service qui existe aujourd'hui, qui rend le transport en commun plus utilisable, et donc ça encourage les gens d'aller dans ce sens. Très bien, merci. Donc ça, c'est pour les transports en commun, en espérant qu'ils soient efficaces d'un point de vue énergétique. Pour revenir à la voiture électrique à proprement parler, quel est le rôle de RDF dans le déploiement des infrastructures de recharge de voitures électriques, ce genre de choses? Et quelle est la situation aujourd'hui? On en est où là en France en ce moment sur cette infrastructure? Alors, la mobilité électrique, parce qu'on peut parler de mobilité électrique, elle revêt plusieurs aspects. Il y a la mobilité électrique vue par le citoyen avec sa voiture, mais il y a également la mobilité électrique vue par les transports en commun. Donc il y a également aussi de ce point de vue-là toute une démarche qui est en train de se développer autour de développement de flottes de bus notamment, et l'Île-de-France a aujourd'hui un certain nombre de projets dans le domaine, et en particulier la RATP. Donc ça, c'est un sujet émergent, mais sur lequel on regarde attentivement, car les puissances demandées
pour les stations de bus sont des demandes d'énergie extrêmement importantes et il faut garantir la sécurité d'approvisionnement pour des puissances extrêmement importantes et globalement on peut avoir des puissances qui peuvent être assez proches de puissances demandées par des data centers par exemple. On peut avoir à peu près les mêmes ordres de grandeur selon la taille des stations. Alors ça, c'est un objet qui est en cours de développement. Là, ce qui est beaucoup plus avancé aujourd'hui, c'est la mobilité électrique véhicules particuliers, donc qui rentre dans des plans gouvernementaux, hein, avec un nombre de véhicules en circulation de plus en plus important. Et en fait, il y a deux problématiques. C'est la borne de recharge au domicile, là, qui est traitée, j'ai envie de dire, par chaque foyer, hein, et c'est un usage supplémentaire à l'intérieur de la maison qui doit être vu globalement comme un usage identique au chauffe-eau, hein, globalement, ce sont des puissances à peu près équivalentes, et là c'est quelque chose qui commence à se développer. Ça peut aussi servir de stockage d'énergie, la batterie? Oui, alors on n'en est pas là encore aujourd'hui, mais on peut imaginer demain des schémas intéressants dans lesquels... Depuis les débuts de la voiture électrique, on m'explique ça, moi, qu'un jour ça va servir de stockage stationnaire. Mais ce n'est pas encore véritablement une réalité. Bon. Ceci dit, quand l'industriel Tesla aux États-Unis commence à vendre une batterie à la maison, une batterie fixe pour un peu mieux gérer à la fois l'intermittence des énergies renouvelables qu'on évoquait tout à l'heure, on est là dans des schémas d'utilisation de l'énergie à la maison de manière très, très nouvelle, finalement, sur laquelle il va falloir qu'on s'adapte. Donc je reviens 30 secondes au problème de la mobilité électrique. Alors la mobilité électrique à la maison, donc voilà, donc elle a un développement qui va suivre, je dirais, l'évolution de l'attractivité de ce moyen de déplacement. Pour nous, ce n'est pas franchement un problème, c'est un usage comme un autre, qui peut être utilisé de la même manière qu'un ballon d'eau chaude, j'avais envie de dire, et qui sera aussi peut-être lié à la manière dont le consommateur va se comporter et la souplesse qu'il aura peut-être de charger son véhicule le soir, son chauffe-eau plutôt dans la journée. Bon voilà, on voit bien que peuvent émerger demain des solutions de recharge à la maison qui vont perturber probablement les habitudes. Par ailleurs, il y a après toutes les recherches sur l'espace public, donc c'est quelque chose là qui se développe énormément. Donc on a un très bel exemple à Paris, c'est Autolib, hein, donc ça c'est une très très belle réalisation qui a été développée par l'entreprise Bolloré. On a à peu près 700 700 stations, en tout c'est à peu près 1000 stations, hein, globalement, à la fois sur Paris intramuros et sur la première couronne. Ce sont des stations un peu particulières parce que ce sont des charges normales à 3 kW. Et donc là, pareil, c'est un usage qui peut être considéré comme un usage assez normal avec des moments de charge qui viennent affecter le réseau de manière, j'ai envie de dire, normale. La difficulté démarre quand on voit apparaître des bornes de recharge rapide, accélérées, rapides, à 22 kg ou à 42 kg. Voire des stations beaucoup plus importantes, notamment pour les Tesla. Là, vous savez qu'on est en train de construire des stations de recharge sous forme de corridors sur le long des autoroutes pour qu'il y ait des automobilistes qui viennent du nord de l'Europe pour descendre vers le sud de la France. Tesla. Et là, on voit qu'on a besoin de très très grosses puissances. Et là, on parle des puissances de l'ordre du mégawatt. Et ça va vite, cette voilà, exactement. Donc, bon, vous voyez, donc il y a tout un panel. Alors, bien évidemment, on suit avec beaucoup d'attention le développement. C'est un usage nouveau, d'autant plus que c'est une mobilité. Ce sont des charges mobiles, c'est-à-dire que l'automobiliste peut charger sur l'espace public, il peut charger dans un centre commercial, il peut charger à la maison. Donc, c'est un mode de consommation nouveau qu'on doit intégrer dans nos schémas d'exploitation. Alors après, il y a un autre objet qui est en train d'émerger, c'est la recharge dans les bâtiments, je dirais les collectifs, notamment le collectif résidentiel, le neuf et l'ancien, et on voit apparaître là une nouvelle demande, des besoins supplémentaires pour cette recharge collective à l'intérieur de grands ensembles immobiliers. Et donc là, on a un projet qui s'appelle Bienvenue, qui est un projet qui est parrainé par l'ADEME avec un certain nombre d'autres partenaires, des start-up, des grandes entreprises, des plus petites. Et donc, on est en train d'imaginer des nouveaux schémas pour voir comment doit se dérouler la recharge dans ces espaces. Donc c'est une nouvelle offre en fait, Bienvenue, c'est ça? Comment? C'est une nouvelle offre que vous c'est un projet, proposez, c'est un projet précis sur un certain nombre de grands immeubles où on va tester des recharges de flotte de véhicules privés en y mettant également une petite zone en partage également. Donc une expérimentation qui démarre sur les 3 prochaines années.
Très bien, merci. Alors vous nous avez parlé des défis que ça représentait pour vous, distributeurs d'électricité, l'émergence des véhicules électriques, mais ça pose aussi peut-être quelques difficultés pour les utilisateurs, ou en tout cas ça freine peut-être le déploiement de la voiture électrique, le fait de pas quand même trop savoir où est-ce qu'on va pouvoir recharger sa voiture, du fait du faible quand même déploiement des bornes aujourd'hui. Est-ce que par exemple Google, vous pouvez aider les utilisateurs à localiser la borne de recharge la plus proche? Est-ce que ça fait partie des services que vous proposez par exemple? Je pense qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui sur Maps, donc les annotations qui montrent où sont les bornes. Je pense qu'il y a une autre technologie qu'on voit émerger, c'est les voitures autonomes. Qui peuvent se diriger de ça à la fin, parce que c'est vraiment le truc le plus... J'aimerais, parce que si on commence à parler de la voiture autonome maintenant... Mais ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on regarde sur Maps, si la localisation des bornes est bien en tout cas, ce serait probablement possible de le faire. Clairement, aucun problème. Ouais, techniquement, ce n'est pas un problème. Et Hélène Burlet, il y a une autre technologie qui permettrait que l'électricité standard, je dirais, qui permettrait d'avoir un transport propre, ce serait l'hydrogène. Mais alors là, la France, c'est vraiment, en termes de déploiement des infrastructures, on n'y est pas du tout. Nous sommes en retard par rapport au reste de l'Europe, en particulier par rapport à l'Allemagne. Ouais. Mais on est en retard sur l'infrastructure, mais ça bouge beaucoup. Vraiment, en ce moment. En France. Alors, je mets en France, oui. Dans le cadre, en plus du plan de la Nouvelle France industrielle, puisqu'il y a un plan dédié au stockage, donc je ne vais pas parler spécifiquement du plan. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, l'hydrogène aujourd'hui, en France, on ne prévoit pas des véhicules fonctionnant que à l'hydrogène. Aujourd'hui, pour nous, l'hydrogène, on le voit plutôt comme un prolongateur d'autonomie. Parce que les véhicules électriques, les batteries, ça marche bien en ville parce qu'en fait, vous ne faites pas beaucoup de kilomètres. Mais on a un vrai problème sur l'autonomie des véhicules qui ne fonctionnent qu'aux batteries, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même plafonné à... Allez, dans les meilleurs cas, c'est 160 km, ça peut être moins. Et en plus, vous êtes ce que j'appelle moi la jauge n'est pas très fiable. Contrairement à une jauge à essence où vous avez confiance, les jauges des véhicules électriques ayant des batteries sont quand même moins fiables. Moi, j'ai déjà subi ça sur un vélo électrique et c'est vrai que c'est un peu angoissant parce que d'un coup d'un seul, ça tombe à zéro. En fait, vous êtes en panne et il vous apprend que vous êtes en panne. Bah oui, pour un vélo, vous pouvez encore pédaler. Ça dépend. Les anciens modèles, c'est un peu lourd pour pédaler. Bref. Une voiture, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup réfléchi et développé. C'est déjà opérationnel et on a des tests en ce moment sur Grenoble sur des prolongateurs d'autonomie, donc où on met un petit réservoir d'hydrogène avec une pile à combustible qui fournit le complément à la batterie. Donc en fait, vous avez une motorisation électrique, mais en fait, vous pouvez soit tirer sur la batterie, soit tirer sur la pile à combustible. Et en fait, c'est fait automatiquement. Je veux dire, la personne qui conduit, moi j'en ai testé, n'a pas besoin de comprendre la technologie, c'est complètement neutre pour lui. Par contre, donc ça c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça vous permet d'augmenter significativement votre autonomie. Alors nous, par exemple, on a pas mal une flotte en test entre Lyon et Grenoble. C'est un projet qui s'appelle Highway qui vient de démarrer, où effectivement, donc il y a quand même à peu près 80 km à faire, donc il faut être tranquille pour pouvoir faire l'aller-retour. C'est pour ça qu'on a mis des prolongateurs d'autonomie avec l'hydrogène. Alors l'inconvénient, par contre, c'est que vous avez de l'hydrogène et il faut donc avoir des stations de recharge en hydrogène. On retombe sur le problème d'infrastructure et on est effectivement en train de mettre en place, et il est prévu de déployer, là c'est pareil, on va faire des autoroutes à hydrogène pour effectivement que les véhicules, parce qu'il y a des véhicules qui viennent d'Allemagne qui effectivement est bien équipé en station à hydrogène et qui arrivent en France et puis ils se retrouvent un petit peu embêtés. Donc il va y avoir progressivement un déploiement de stations à hydrogène, mais là c'est pareil, ça se prévoit et c'est des coûts d'infrastructure. Donc on voit que pour le consommateur, qui est quand même au cœur de tout ça, et on va parler du consommateur maintenant, c'est quand même pas simple. Entre le fait de ne pas savoir avec la jauge où est-ce qu'il en est, de ne pas savoir où il va pouvoir recharger son véhicule, etc. Il y a encore des choses à faire pour lui rendre la vie un peu plus facile et le rendre plus rapidement adepte de ces nouvelles solutions. On va revenir à la gestion de l'énergie peut-être dans le bâtiment, où là également le rôle du consommateur est absolument déterminant. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai envie de demander à Google, puisque vous êtes dans tous les foyers quasiment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter le consommateur à vouloir maîtriser sa consommation d'énergie d'une façon qui soit
au moins facile, voire rigolote peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, l'inciter à le faire plutôt que de lui imposer de manière un peu Donc, il y a une contraignante. filiale de Google Alphabet qui travaille sur le sujet qui s'appelle Nest. Et le Nest, c'est un appareil qu'on met dans les foyers. C'est un détecteur et un thermostat aussi. Ouais. On va avoir les deux solutions. Et ce qu'on voit, c'est en fait, on peut contrôler la température, par exemple, à la maison via un téléphone mobile, ou même si on veut simplement que le système apprend quand est-ce que les gens sont présents dans la maison, donc quand est-ce qu'il faut avoir la maison chaude ou froide. En fait, on peut arriver à les gains d'efficacité autour de... ça dépend si c'est le chauffage ou le climat. Mais les chiffres qu'on a pour l'Europe pour le chauffage, c'est entre 13 et 31% de gagne qui est possible en déployant ces systèmes si le chaudier est connecté à la gaz. Donc il y a encore une fois, on revient de ces questions d'infrastructure. Mais dans ces cas-là, on voit que les utilisateurs, si c'est facile et c'est un peu ludique, comme vous venez de dire, ils peuvent contrôler mieux, prendre un meilleur contrôle de leur propre consommation énergétique via le numérique. Et en plus, Nest, pour ne rien cacher, c'est un peu joli comme objet. Effectivement, je pense que c'est un des produits les plus beaux qu'on a sortis, en fait. Ouais. Oui. Il faut que... Ça a été dessiné par un ancien de Apple, je crois. Oui, Peut-être je pense que ça a un lien avec ouais, ça. qui travaille chez nous maintenant, mais bon. N'entrons pas. Non, en mais tout cas, je pense le que c'est design, important le fait parce que ça c'est soit quelque chose qu'on va vivre avec. Ouais, donc, voilà. c'est dans la maison et cette question de beauté de nos produits, on travaille de plus en plus sur ces questions. Merci. Monsieur Achard, pour RDF aussi, l'émergence d'un consommateur, comme on appelle ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Comment est-ce que vous essayez, vous, en tant que ERDF, d'impliquer le consommateur final? Alors, nous, on ne fait pas Nest, mais on a un objet qui est très joli aussi, qui s'appelle Linky. Vous êtes sûr que c'est aussi voilà. joli que Nest? Il est différent, mais il a une belle finalité, c'est-à-dire qu'on va installer là, dans les 6 ans qui viennent 35 millions de nouveaux compteurs, des compteurs qu'on appelle des compteurs communicants, qui rentrent effectivement dans une démarche qui n'est pas une démarche purement française, qui est une démarche internationale, qui est d'aller mettre effectivement des objets de comptage communicants. Alors Linky, on démarre le déploiement le mois prochain. On va en déployer 3 millions l'année prochaine et puis ensuite une deuxième vague à partir de 2017 de 32 millions. Et Linky, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un objet de comptage qui est donc une interface entre le réseau de distribution et le foyer, donc consommateur d'énergie. Alors il a le grand avantage de pouvoir délivrer de l'information temps réel, c'est-à-dire que le client, le consommateur, pourra consulter régulièrement sa consommation tous les jours, pour le mois, pour l'année. Il pourra faire aussi des comparaisons. Donc, le fait d'avoir accès à l'information, comme pour Nest, finalement, ça le rend acteur, effectivement, de sa consommation d'énergie. Pour le distributeur, c'est un objet aussi extrêmement important parce que ça nous permet de... C'est un capteur aussi, donc il y a aussi toute la logique du capteur qui nous permet de suivre effectivement à la fois les consommations, la sollicitation du réseau. Donc c'est pour nous un objet extrêmement important, à la fois pour le distributeur d'énergie, dans la gestion de ces équipements, mais également pour le consommateur final. Alors le consommateur final, bien évidemment, il aura aussi des offres commerciales de fournisseurs d'énergie, et là aussi, ce compteur qui se veut universel, permettra aux fournisseurs d'énergie de faire des propositions, notamment des propositions d'effacement avec des heures dans la journée probablement plus chères, des heures dans la nuit moins chères, le week-end peut-être moins cher. En fait, j'ai envie de dire toute l'intelligence des fournisseurs d'énergie. Et donc là, effectivement, le consommateur devient acteur. Alors, il est acteur, consommateur, mais également il peut être producteur. Donc le compteur, il va suivre également les deux objets, à la fois la consommation du foyer, mais également la production du foyer. Donc ça offre une palette extrêmement importante. Je pense que c'est une sorte de petite révolution également pour le consommateur qui va voir apparaître chez lui cet objet et qui, je pense, peut être une façon de rentrer de manière beaucoup plus concrète parce qu'il aura de l'information, j'irai sur la manière dont il consomme l'énergie dans le foyer et probablement modifier ses comportements. Donc
on verra, c'est une aventure qui démarre maintenant. Pour nous, c'est une grande aventure industrielle et pour le consommateur, également une autre forme d'aventure. Ce que je voulais quand même ajouter, et ça fait peut-être un lien avec le sujet Smart City, c'est que en même temps, cet objet-là va produire beaucoup de données, donc de la donnée qui est la propriété du consommateur, mais de la donnée que si on l'agrège sur des mailles à l'échelle d'un îlot, à l'échelle d'un quartier, peut être aussi une donnée extrêmement intéressante dans les politiques urbaines. Et donc là, on rentre de plein pied également dans la politique de la ville et comment Linky, à la fois par l'angle interface avec un consommateur, mais également interface avec un réseau, interface dans un univers urbain, peut aussi aider à des politiques énergétiques. Et là, ça nous fait aussi rentrer, nous, entreprises plutôt traditionnelles, dans un autre univers qui est celui du big data, qui est celui de l'open data, et voilà donc toute l'aventure que peut représenter un objet comme Linky. Mais le consommateur, est-ce qu'il n'a pas une certaine réticence, justement par rapport à la collecte et au traitement de toutes ces données? Enfin, il y a eu des inquiétudes par rapport à Linky au début, quand on a commencé à parler de Linky. Je ne sais pas comment réagissent les clients de Nest. Est-ce qu'au moins ils se posent la question? Qu'est-ce qu'on dit au consommateur pour le rassurer sur le fait que ces datas ne vont pas être utilisées à tort et à travers à des fins commerciales, voire... Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a la data, je viens de dire que en fait, c'est la propriété du client, du consommateur. Donc, cette data est une data privative, elle n'est pas partagée, sauf si effectivement le consommateur donne son assentiment pour la partager. Mais donc, je dirais, un acteur du marché ne pourra pas utiliser cette data s'il n'a pas l'assentiment du consommateur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que il y a eu des inquiétudes sur l'interruption dans le foyer, sur avec l'intrusion, oui. Voilà. Mais finalement, quand on compare à d'autres objets, le téléphone, par exemple, il y a plein d'objets aujourd'hui dans notre vie qui viennent s'introduire dans notre vie privée. Ce que je voulais simplement signaler, c'est que en fait, on n'aura pas d'éléments sur la manière dont le foyer consomme à l'intérieur les objets qui consomment plus que d'autres. Et par ailleurs, dans la procédure qu'on a retenue, c'est une sortie de données une fois par jour. Donc, une fois par jour, on sortira la consommation du foyer qui sera après traitée, envoyée vers les fournisseurs d'énergie qui pourront établir leurs factures. Donc, vous voyez, on est quand même relativement loin de l'espionnage, de ce qui se passe à l'intérieur. Mais en même temps, ça pourrait être intéressant pour le consommateur de savoir justement qu'est-ce qu'il consomme le plus dans son foyer. Lui, il le saura ou pas? Lui pourra le savoir, mais ça sera peut-être plutôt une affaire d'autres acteurs que RDF, où nous, on s'arrête au niveau du compteur, on délivre un appareil qui se veut universel, et après, je pense que l'imagination, l'intelligence des acteurs, elle est totale. Donc, j'imagine que Google... Les questions. C'est une bonne façon d'éviter les questions. Voilà, mais la question, elle est chez vous. Bon, de toute façon, je vais redonner la parole à Madame Lévina, justement à propos du consommateur et de qu'est-ce qui se consomme le plus dans sa maison, parce que vous m'aviez dit il y a quelques jours en préparant cette table ronde, à un moment aussi, il faut que le consommateur réalise toute la consommation exponentielle de tous ces nouveaux... Bon, vous n'avez pas employé ce terme de gadget, mais moi je l'emploie, mais c'est générique et ça recouvre beaucoup de choses plus ou moins indispensables. Mais en tout état de cause, la consommation d'électricité, notamment, elle monte en flèche. Et est-ce que le consommateur, il est bien conscient de ça et des enjeux qui sont liés à ça? Yes, I think it's a very important issue what we just discussed, measuring and having smart meters. And this is what we're discovering also with our analysis, that technologies are there, but information is not yet catching up. So people don't know how much energy they're using, when is a good moment to turn on their, to charge their mobile phones, or because there are also base load and peak electricity that will be very important when we pass to more renewables. So this information is going to be very, very important. And will be part of this smart cities, smart grids system that we're talking about, and that will be a big part of a new energy. We're now, I think everything we discussed today is a bit of an energy of the future, which is not going to be
which is going to be different from what we have today, you know, the way we use energy, the way we produce energy. But also wanted to come back to the international point that because we're looking globally, and we know that even today, 1.2 billion people are without electricity worldwide. So those people need access to electricity. And if we can come up with better technologies and information here in Europe and share this experience, show how it can be done, that could be also a very important lesson to countries that are just developing their electricity systems, and as well as demand and supply patterns. Merci beaucoup. Le temps imparti de la table ronde est écoulé, mais je vais quand même laisser Monsieur le leader terminer sur l'énergie, mais peut-être la voiture du futur, mais c'est lié au sujet dont on vient de parler. Faites-nous rêver ou faites-nous peur, je ne sais pas. Quelques mots sur la voiture sans chauffeur. Donc, c'est un projet qui existe depuis 4 ans chez Alphabet, chez Google. Juste les derniers chiffres, donc les voitures, je pense qu'on a une trentaine, 48 véhicules aujourd'hui qui circulent dans les routes californiennes. L'intérêt, je pense, c'est on est assez confiant que les ordinateurs avec un bon système de capteurs sur le véhicule est plus efficace et plus sûr que l'être humain. Donc les véhicules jusque-là ont fait 2 millions de kilomètres. Ça fait un peu peur quand même, non? Enfin, bon, vu qu'il y a des millions de gens qui meurent tous les ans sur les routes, si on peut éviter ça, pas mal. C'est sûr, si on peut éviter ça, oui. Oui, voilà. Donc 2 millions de kilomètres jusque-là. On avait fait en mode autonome. Donc les voitures ont fait 3,8 millions de kilomètres totalement. Et on a eu une petite quinzaine d'accidents, mais jamais la faute de la voiture en mode automatique. Pas encore. Et juste une dernière question, il me semblait avoir lu quelque part il y a déjà un petit moment qu'il y avait une espèce de ville fantôme qui avait été construite justement pour tester la Google Car en ville, parce que c'est quand même autre chose que sur une autoroute. Ça roule dans les villes à côté de Google. Ouais, San Francisco, Mountain View, et on les voit assez souvent sur les routes. Mais je pense que si le modèle, on pense que ça va marcher, techniquement, il y a de moins en moins de problèmes. Mais ça va changer beaucoup de choses. Parce qu'on peut imaginer une voiture qui arrive, qui dépose le passager, et puis aller chercher un parking ou une borne pour se recharger ou une source d'électricité ou essence. Et donc on peut libérer un espace juste colossal dans les villes. Et, parce que je pense que les voitures aujourd'hui, en moyenne, sont utilisées à 4% du temps. Donc on peut imaginer un parc de voitures autonomes, un parc beaucoup plus petit qu'on voit dans les pays occidentaux aujourd'hui, qui tournent beaucoup plus, qui n'ont pas besoin du même espace. Donc il y a plusieurs raisons d'être optimiste. Certainement, parce que vous n'êtes pas les seuls maintenant à avoir ce genre de projet. Peut-être les premiers, mais maintenant tous les constructeurs ont des projets. Sur la même chose. Voilà. Non, je pense que la technologie avance très rapidement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, dames, pour cette table ronde. Merci à vous pour votre intérêt. Je crois que vous disposez de quelques 10 minutes, un quart d'heure pour faire un petit tour, si vous le souhaitez, dans le village des startups. Et rendez-vous ici pour la prochaine table ronde dans environ un quart d'heure, je pense. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.